La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune.
La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin, c'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisée en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois. Les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lave en fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate, ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météorites. Les tremblements de Lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins 240 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur, tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et, combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre lune car elle est aussi trop proche du Soleil. Parfois, quand on regarde la Lune, on voit un visage souriant. C'est bien évidemment une illusion, mais beaucoup de gens le voient malgré tout. C'est dû au fait que sur la surface de la Lune, on trouve des mers et des montagnes. Ces reliefs, vus de la Terre, correspondent à des zones d'ombre et de lumière. Ces mers, les zones d'ombre, sont des plaines de lave durcie provenant d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a très longtemps. Les zones de lumière correspondent aux collines et aux montagnes. À nos yeux, ces taches lunaires forment un visage souriant ou parfois une autre forme. Notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans ces situations. Il s'agit d'un phénomène appelé pareidolie. On voit des formes et des visages, même lorsqu'il n'y en a pas. C'est comme quand on voit un visage sur une tranche de pain grillé ou des formes dans les nuages.
Les habitants de l'hémisphère nord voient une forme de visage dans ces mers lunaires. Les yeux sont la mer de la sérénité et la mer des pluies, la mer des nuées forme la bouche et les mers des îles et des vapeurs forment le nez. Mais ce n'est qu'une façon d'interpréter ces formes et cela fonctionne principalement dans l'hémisphère nord. Les habitants de l'hémisphère sud, eux, voient la lune à l'envers. Quand ils regardent la lune, ils voient une personne qui porte des brindilles de bois. D'autres voient une femme avec les cheveux attachés ornés de 2 bijoux et ils voient son profil gauche. L'un des cratères rappelle un diamant qu'elle porterait autour du cou. Dans d'autres parties du monde, les gens voient un lapin. Les habitants du nord-ouest Pacifique en Amérique racontent une petite histoire sur le crapaud qu'ils voient dans la lune. Un loup serait tombé amoureux d'un crapaud, mais le crapaud ne lui faisait pas totalement confiance. Il s'est donc enfui en bondissant sur la lune. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel sur les autres planètes? Les ingrédients pour composer ces phénomènes merveilleux sont des gouttelettes d'eau et de la lumière. Nous n'avons pas encore découvert de planète avec de l'eau en surface et il n'y a aucune atmosphère assez humide pour produire de la pluie. Mais les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules capables de réfracter la lumière du Soleil. Titan est l'une des lunes de Saturne. Son atmosphère est pleine de gouttelettes de méthane liquide qui produisent probablement de la pluie. Il y a énormément de brume sur Titan. La lumière directe du Soleil n'est donc pas chose commune. Mais il y a quelques probabilités que des arcs-en-ciel de méthane se créent un jour. S'ils existaient, ils seraient semblables aux arcs-en-ciel visibles sur Terre. Mais ils seraient un peu plus larges car le méthane réfracte la lumière différemment de l'eau. Il existe un phénomène similaire sur Vénus appelé Glory. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène optique semblable à un arc-en-ciel. Il s'agit de la lumière du Soleil qui entre en contact avec des gouttelettes d'acide sulfurique. Jupiter est une planète énorme. Elle fait environ 11 fois la taille de la Terre. Ce n'est pas tout. Notre planète est 2 fois plus petite que sa grande tache rouge, l'orage qui gronde sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. On doit une fière chandelle à Jupiter. Ses radiations dépassent 1000 fois le niveau létal pour l'homme et sa force de gravité est si puissante qu'elle protège notre planète des collisions. Dans d'autres systèmes planétaires, les planètes géantes comme Jupiter peuvent se déplacer et s'éloigner de leur lieu de formation. Elles tournent en spirale et s'approchent de leur étoile. En se déplaçant et en s'approchant de leur étoile, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Elles peuvent englober ou détruire des petites planètes ou tout autre corps céleste sur leur passage. Mais si ces planètes géantes restent à leur place, loin de leurs étoiles, elles protègent tout le système planétaire et les planètes internes en les maintenant en orbite autour d'une étoile centrale. Jupiter a reçu le nom d'aspirateur du système solaire parce qu'elle englobe toute comète ou astéroïde qui s'approche trop. Elle peut aussi changer leurs orbites et les renvoyer dans l'espace, d'où elles ne reviendront pas avant très longtemps. C'est comme cela que Jupiter protège les planètes internes, même si parfois certaines comètes ou astéroïdes lui échappent, comme probablement l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les plus connus de notre système solaire. Ils sont grands, colorés et très visibles. Tu peux même les voir avec un télescope tout simple depuis ton jardin. Mais d'autres planètes ont des anneaux comme Uranus, dont les anneaux gagnent la 2e place des anneaux les plus intéressants du système solaire. Il s'agit de 13 anneaux composés de particules très sombres de tailles différentes. Ils sont sûrement récents, beaucoup plus récents qu'Uranus elle-même. Selon une théorie, ces anneaux sont composés de débris d'une ou plusieurs lunes détruites lors d'impacts à haute vitesse. La quantité de débris était largement plus importante, mais seules certaines particules ont survécu et forment les anneaux d'Uranus. Notre planète a perdu 60% de son atmosphère à cause de l'impact d'un astéroïde qui, selon une théorie, aurait créé la Lune. La collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Les débris se sont concentrés en orbite autour de notre planète et ont donné naissance à la Lune. Il y a au moins 37 volcans actifs sur Vénus, ce qui démontre que son noyau est encore actif géologiquement. D'autres recherches ont montré que l'intérieur de la planète était chaud et composé de structures circulaires. Des jets de matière extrêmement chaude jaillissent à la surface de Vénus et c'est ainsi que ces structures se forment. C'est le même principe que pour les aires volcaniques des Hawaï.
Mais les chercheurs pensent que ces structures sont le résultat d'une activité géologique passée et ils considèrent que Vénus a beaucoup refroidi en limitant l'activité géologique au noyau et que sa surface s'est tellement endurcie que la matière ne peut plus s'échapper de la croûte. En parlant d'éruptions, il y en a aussi sur la Lune de Jupiter. Sur notre Lune, il ne se passe pas grand-chose, mais sur Io, il y a des centaines de volcans. Elle est considérée pour cette raison la lune la plus active du système solaire. Si on pouvait la visiter, on verrait des jets de soufre jaillissant à plus de 300 km dans l'atmosphère. Ces volcans émettent une tonne de particules et de gaz par seconde dans l'espace proche de Jupiter. Ce phénomène pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter qui contracterait et décontracterait le noyau de Io en fonction de sa distance par rapport à sa planète mère, ce qui générerait de grandes quantités d'énergie suffisamment pour alimenter l'activité volcanique. Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. La plupart d'entre elles se situent dans le nuage de Oort et dans la ceinture de Kuiper. Une comète est généralement constituée de pierre et de glace jusqu'à ce qu'elle se rapproche du Soleil. Lorsqu'elle est proche du Soleil, elle se transforme en un nuage de gaz et de poussière. C'est pour cela que les comètes ont des queues. La surface de Pluton correspond à une série de dômes, de sommets et de crevasses qui se sont probablement formés à cause des nombreux cryovolcans. Il ne s'agit pas d'érosion ou d'autres activités géologiques, mais ce sont les cryovolcans qui projettent de la matière glacée à la surface. Sur ce même hémisphère, on trouve quelques cratères appelés New Horizons. Ils se sont probablement formés suite à des impacts d'astéroïdes assez récemment. Le noyau de Pluton a sûrement retenu de la chaleur, ce qui a permis à de la matière riche en eau et glace de se poser à la surface. Et ces volcans dont je parlais tout à l'heure ont pu se former à cause de l'eau qui s'est échappée du noyau de la planète et s'est congelée rapidement à cause des températures extrêmement basses et de la pression atmosphérique de Pluton. Uranus est une des planètes moins denses de notre système solaire. La moins dense est Saturne. Bien que sa masse soit 14,5 fois supérieure à celle de la Terre, Saturne est moins dense que l'eau. Cela signifie qu'elle flotterait dans une piscine, si cette piscine faisait plus de 60 000 km de diamètre. Ok, on parle d'une super grosse piscine. Revenons à Uranus. C'est une planète si peu dense que tu serais soumis à moins de 90% de sa pesanteur. Si bien sûr tu pouvais poser un pied sur sa surface nuageuse. C'est sur Mars que se déchaînent les plus importantes tempêtes de poussière de notre système solaire. Elles peuvent recouvrir toute la planète et durer des mois. Selon une théorie, ces tempêtes se déclenchent à cause de particules de poussière qui absorbent la lumière du Soleil et chauffent l'atmosphère de la planète rouge. Des poches d'air chaud se forment alors et se déplacent vers des zones plus froides en créant des courants d'air qui lèvent encore plus de poussière et ainsi de suite. L'atmosphère se réchauffe encore plus et d'autres courants d'air se forment et soulèvent encore plus de poussière. Il vaudrait mieux avoir un ou deux balais à portée de main lorsque cela arrivera près de chez toi. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser.
Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres. Du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie mer en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors,
tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provision, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible.
Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les deux corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain. Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre.
il ne l'avait jusque-là vue que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Le satellite chinois Yutu-2 fait partie d'une mission robotique vers la face cachée de la Lune lancée le 7 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, il effectue le tout premier alunissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Il se pose dans le cratère de Von Karman, non loin du pôle sud de la Lune. Les scientifiques s'intéressent à cette région car les cratères froids et toujours ombragés qui s'y trouvent contiennent de l'eau glacée. Ces plaques de glace sont irrégulières et probablement anciennes. Au sud, la majeure partie de l'eau glacée est concentrée dans des cratères, tandis qu'au pôle Nord, elle s'étend de façon plus éparse. Dans tous les cas, cette glace pourra être utilisée une fois qu'une mission habitée de longue durée atterrira sur la Lune. Quoi qu'il en soit, plusieurs jours après l'atterrissage de Yutu-2, il ferme ses systèmes d'exploitation et hiberne durant sa première nuit lunaire. Il se réveille le 29 janvier 2019. Tous ses outils fonctionnent normalement. Le rover parcourt 120 mètres lors de son premier jour lunaire complet. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres et une nuit lunaire a la même durée. Se déplacer et explorer pendant la journée et s'éteindre pendant la nuit deviennent la routine du rover. C'est lors du 8e jour lunaire que Yutu-2 tombe sur quelque chose d'incroyable. Cette découverte conduit les scientifiques à remettre à plus tard tous les autres plans de la mission. Ils se concentrent sur la découverte de l'étrange matière trouvée par le rover. Au début, ce jour lunaire n'est pas différent des autres. Il commence le 25 juillet lorsque le rover commence à se frayer un chemin à travers une zone parsemée de minuscules cratères d'impact. Yutu-2 est aidé et surveillé par l'équipe de pilotes du Centre de contrôle aérospatial de Pékin. Le 28 juillet, l'équipe se prépare à arrêter le rover pour une sieste de mi-journée. Le soleil est haut dans le ciel, cela signifie qu'il y a des niveaux élevés de radiation et des températures brûlantes qui peuvent endommager la machine. Avant de mettre Yutu-2 hors tension, les scientifiques examinent les images prises par la caméra principale du rover. C'est là qu'ils le repèrent. Un petit cratère rempli de quelque chose qui semble étonnamment différent du paysage environnant. Incapable d'identifier la substance ressemblant à du gel, l'équipe ordonne au rover d'examiner cette étrange découverte. Yutu-2 s'approche prudemment du cratère pour examiner la substance étrangement colorée. La machine utilise un équipement spécial qui détecte la lumière réfléchie par la substance. Elle est censée aider les chercheurs à comprendre la structure de la matière. Malheureusement, la nature de cette découverte exceptionnellement colorée reste un mystère pendant plus d'1 an. Il n'est pas étonnant que cette découverte, ainsi que le fait qu'au départ, il n'y ait pas eu d'image de cette étrange chose, ait suscité la curiosité du monde entier. La seule description disponible de la substance était qu'elle ressemblait à un gel brillant coloré de façon aléatoire, ce qui était plutôt étrange pour la surface poussiéreuse et aride de la Lune. Mais finalement, le mystère semble avoir été résolu. Les chercheurs ont analysé les informations reçues de l'équipement du rover. Comme prévu, la substance s'est avérée être composée de roches, de la brèche verdâtre et scintillante dans un échantillon ne dépassant pas 51 cm sur 15. C'est un peu comme une version géologique de la salade Jello avec des fruits à l'intérieur. Si tu la fais fondre, elle aura l'air vitreuse. La brèche est constituée de pierres pointues reliées entre elles par une substance semblable à de la craie. L'échantillon trouvé sur la face cachée de la Lune est constitué d'un mélange de différents minéraux. Le principal est un type de silicate qui est l'un des composants les plus courants de la croûte lunaire et terrestre. L'échantillon contient également du verre, ce qui signifie qu'il a pu se former lors d'une éruption volcanique. Mais l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pourquoi les chercheurs sont presque sûrs qu'elle n'est pas à l'origine de cette découverte inhabituelle.
Le matériau pourrait avoir été créé par un astéroïde massif, une comète ou une météorite qui aurait frappé la Lune. Lors de la collision, la pression et la température étaient si élevées que d'énormes quantités de roches ont instantanément fondu. Certains morceaux ont refroidi assez rapidement pour former du verre. Le reste s'est rassemblé au centre du cratère d'impact et s'est refroidi plus lentement, formant une nouvelle roche. La substance ne s'est probablement pas formée dans le cratère von Karman, mais dans les cratères voisins de Finsen et d'Alder. Le creux où le rover a fait sa découverte ne faisait que 2 mètres de diamètre. Ce qu'il a créé ne devait pas dépasser 2,5 cm de large. Mais alors, cela serait trop petit pour créer un si gros morceau de brèche. Il est intéressant de noter que la matière est similaire aux échantillons recueillis par les astronautes lors des missions Apollo de la NASA. L'un de ces échantillons était constitué de tessons de minéraux brisés et sombres collés les uns aux autres. Ils contenaient également du verre noir et brillant. On n'est pas sûr toutefois que ce soit la même substance que celle découverte par U-2. Lorsque le rover a pris des photos et effectué ses mesures, il faisait plutôt sombre dans la zone. La qualité des images n'est pas très bonne. Les experts expliquent également que la mission examine une zone de la Lune jusqu'alors inexplorée. C'est pourquoi ils n'ont pas d'échantillons de cette région pour les comparer avec la substance verdâtre et brillante que le U-2 a trouvée. Mais si leur supposition s'avère exacte, alors la face cachée de la Lune pourrait avoir plus de points communs avec celle qui fait face à la Terre qu'on ne le pensait. Mais qu'est-ce que ce côté obscur du satellite naturel de la Terre a de si spécial et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Tout cela est dû au phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Le seul satellite naturel de la Terre tourne autour de son axe une fois tous les 27 jours, et il lui faut le même temps pour faire le tour de notre planète. C'est pourquoi on voit toujours la même face. Pour être précis, 59% de la surface de la Lune est visible. Cela signifie que l'on peut apercevoir la face cachée du satellite à certaines périodes de l'année. La face de la Lune que nous ne pouvons pas voir est très différente de celle qui fait face à la Terre. Elle n'a pas de taches sombres visibles la nuit, qui sont des plaines basaltiques lunaires appelées mers lunaires. Elles ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques. Celles-ci se sont produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Au lieu de plaines, la face cachée de la Lune abrite d'innombrables cratères et de hautes montagnes. L'une des hypothèses pouvant expliquer une différence aussi frappante entre les deux faces est basée sur la théorie de la collision. Elle affirme qu'il y a des milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec une autre planète ou un autre corps céleste massif. Après cela, les débris de cette collision se sont écrasés contre quelque chose qui allait plus tard former notre Lune. C'est pourquoi les paysages du satellite sont si différents d'un côté à l'autre. Une théorie plus récente suggère que la partie de la Lune qui fait face à la Terre est plus chaude en raison de la chaleur rayonnée par notre planète. Pendant la période des éruptions volcaniques, il faisait plus frais sur la partie la plus éloignée. C'est pourquoi les minéraux y sont devenus solides plus rapidement. Ils ont formé une couche protectrice protégeant l'intérieur de la Lune contre les météorites. Mais chaque impact a laissé un impressionnant cratère. Dans le même temps, une croûte beaucoup plus molle sur la face avant de la Lune crachait de la lave chaque fois qu'un météorite la frappait. Après que cette lave se soit refroidie, elle a recouvert les cratères des impacts. Même si la face la plus lointaine est souvent appelée la face sombre, les deux côtés reçoivent presque la même quantité de lumière solaire. Le côté que nous voyons semble un peu plus lumineux en raison de la lueur provenant de la Terre. Il y a 2 raisons pour lesquelles les scientifiques sont intéressés par l'exploration de la face cachée de la Lune. Après avoir quitté notre planète, de nombreuses ondes radio sont bloquées par le satellite naturel de la Terre. Si les astronomes pouvaient construire leurs télescopes radio et optiques sur la face cachée, ils obtiendraient beaucoup plus de données. Il n'y aurait aucun problème d'interférence, quelle qu'en soit la nature. Les télescopes seraient également protégés de l'éblouissement de la lumière du jour provenant de notre planète. Si les télescopes étaient installés dans des cratères, ils seraient également protégés du rayonnement solaire. Les astronomes pourraient ainsi obtenir une vue incroyablement claire des régions lointaines de l'univers. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a de grandes quantités d'hélium-3 de l'autre côté de la Lune. La Terre est protégée des vents solaires qui transportent ce gaz par son champ magnétique. Mais notre satellite naturel n'a pas un tel bouclier. C'est pourquoi les experts pensent que la Lune peut être un endroit parfait pour l'extraction de l'hélium-3. Cet élément rare pourrait être utilisé plus tard comme combustible pour les réacteurs à fusion.
Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter.
Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place. Eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue, se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre. Mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée ? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années.
Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles ? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact ? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte.
Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. À l'époque des missions Apollo, les astronautes qui revenaient de la Lune ont affirmé que la poussière lunaire, cette poussière grise semblable à du sable, qui recouvre une grande partie de la surface du satellite, sentait et avait le goût, oui, ils l'ont vraiment goûté, de la poudre à canon. Mais la poussière de Lune n'a rien à voir avec la poudre à canon. Environ la moitié de sa composition est du dioxyde de silicium vitrifié, provenant d'impacts de météorites. Elle frappe la surface de la Lune à des vitesses incroyables. Waouh! La température élevée transforme le sol en verre et l'impact le brise juste après, créant cette poussière grise et collante. Le reste des ingrédients de la poussière de Lune sont des minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, tandis que la poudre à canon à l'ancienne se compose principalement de salpêtre, de charbon et de soufre. En d'autres termes, la poussière de Lune ne devrait pas sentir la poudre à canon, mais c'est pourtant bien le cas. Par ailleurs, lorsque les astronautes en ont ramené des échantillons sur Terre, il n'y avait plus d'odeur du tout. Une explication pourrait être le fait que la surface lunaire s'apparente d'une certaine manière au désert de sable sur la Terre, comme celui du Sahara. Il est extrêmement sec et aride. Lorsque tu renifles l'air dans un désert, tu ne sens rien. Mais si tu te fais surprendre par la pluie là-bas, l'humidité fera remonter toutes sortes d'odeurs du sol qui étaient auparavant piégées dans le sable sec.
Il pourrait se passer quelque chose de similaire avec la poussière de Lune. Lorsqu'elle se trouve à la surface de celle-ci, elle ne sent rien du tout, même si les astronautes ne pouvaient pas la renifler avec leur combinaison spatiale bien entendu. Mais lorsqu'elle a été ramenée à l'intérieur du module d'alunissage, la poussière est entrée en contact avec l'humidité de l'air et a commencé à émettre son odeur étrange. Une autre raison à cela pourrait être une réaction de la poussière de Lune au vent solaire. Les particules ionisées du Soleil frappent la surface de la Lune et y demeurent. Il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour la protéger de ces ions, de sorte qu'ils voyagent librement jusqu'au sol. Ils sont très légers et peuvent donc s'envoler au moindre impact. Ainsi, lorsque les astronautes ont apporté ces échantillons de poussière de Lune à bord du module d'alunissage, les particules ont pu commencer à se déplacer et à dégager cette odeur spécifique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi ces échantillons n'ont pas gardé leur odeur lorsqu'ils ont été ramenés sur Terre. Comme ces particules sont si légères, elles ont pu s'échapper des échantillons dès qu'ils ont été ramenés à bord du module, et lorsqu'ils ont été placés dans des récipients hermétiques, il ne restait que peu ou pas d'ions sur eux. Une autre explication est que ces récipients hermétiques n'étaient pas si hermétiques que ça après tout. La poussière de Lune est essentiellement composée de très petits cristaux, aux bords extrêmement pointus. Contre toute attente, ils auraient pratiqué de minuscules entailles dans les joints, laissant entrer l'air et l'humidité, et les particules ionisées se seraient donc échappées des conteneurs. Les scientifiques pensent qu'ils devraient étudier cette poussière sur la surface de la Lune elle-même, afin de comprendre ses propriétés. Il y a des centaines de milliers de cratères à la surface de la Lune, produits par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact, mais également un tube, ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales, mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins 5 personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique l'a décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jailli, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 km de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique. En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante, et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune, à l'intérieur et autour du cratère, auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister, tel qu'ils l'ont décrit, ne s'étendait que sur quelques kilomètres.
Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'H2O, et celles-ci sont laissées sur la Lune en quantité infime après l'impact. Mais il n'y a que très peu d'eau. En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenés. Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire, et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge orangé. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années, quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashs étincelants vont et viennent très rapidement, presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel.
La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi.
Désolé, bonne nuit. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roche chaude restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roche fondue a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe.
C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant, il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter. Mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune.